À la une de ce journal, la tensions montent entre le Mali et la France. En effet, les autorités de la transition ont donné 72 heures à l'ambassadeur de France pour quitter notre territoire. Les détails dans ce journal. Hausse du prix des denrées alimentaires après l'annonce des sanctions de la CEDEAO contre le Mali. Qu'est-ce qui explique cette situation et comment réguler ces secteurs? Et le monde de réponse avec Wahab Diakité, vice-président des consommateurs. Dans la page santé de cette édition, nous allons parler de l'hépatite, une infection virale qui s'attaque au foie. Au moins 97,2% des sujets sont testés positifs à cette maladie. Notre équipe de reportage s'y est intéressée. Fidèles téléspectateurs de Liberté TV, bonsoir. Merci d'être parmi nous. Je le disais à l'instant, le gouvernement malien a renvoyé ce lundi 31 janvier 2022 l'ambassadeur de France au Mali. En effet, les autorités maliennes ont assigné le diplomate français à quitter le territoire national dans un délai de 72 heures. Selon le communiqué, cette mesure fait suite aux propos hostiles et outrageux tenus par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères qualifiant les autorités de transition d'illégitimes et d'irresponsables. Suivez ces reportages signés Mariam Keita, Roger Kanouté. Dans un communiqué, les autorités maliennes expliquent que l'ambassadeur de France, Joël Meyer, a été convoqué par le ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, ce lundi 31 janvier 2022. En effet, le chef de la diplomatie malienne a notifié au diplomate français la décision du gouvernement qui l'invite à quitter le Mali dans 72 heures. Cette décision fait suite aux propos tenus par le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères traitant les autorités maliennes d'illégitimes, d'illégales et d'irresponsables. Des propos devenus récurrents de la part des autorités françaises à l'endroit des Maliens. Ainsi, selon Ladji Dambélé, membre du CNT, cette décision des autorités de la transition est à saluer car le Mali est un pays souverain. Les autorités françaises ont dit sur le Mali, en l'occurrence le chef de la diplomatie française, Jean-Yves Le Drian, qui est le ministre des Affaires étrangères, ce qu'il a dit, c'est inadmissible en matière de diplomatie. Donc, la première des choses pour le Mali à faire pour pouvoir réagir à ça, c'était de dire à l'ambassadeur de quitter le pays. Donc, cela ne veut pas dire que les relations entre la France et le Mali sont carrément coupées. Mais ça, c'est une manière de réagir contre les propos qui ne sont pas du tout de nature à régler diplomatiquement tous les différends qui existent entre le Mali et la France. On peut s'asseoir et parler en responsable, en diplomate, mais parler sur les réseaux, sur les médias comme ça, sur le Mali, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc la chose que le Mali pouvait faire, c'était de faire ça pour montrer à la France que nous sommes un pays souverain et que vraiment il faut que la France nous respecte en tant que pays et que nous aussi, qu'on se fasse respecter. Le ministre Parly, qui avait dit que le Mali est dans la provocation. Ça, c'est la première chose que nous n'avons pas acceptée. Parce que ce n'est pas à la France qu'on s'est adressé, c'est au Danemark qu'on s'est adressé pour demander au Danemark de retirer leurs troupes parce que ce n'est pas venu dans la légalité. Ils sont venus illégalement. Donc, ils n'ont qu'à quitter notre terre. Donc, si on ne s'adresse pas à la France et que la France dit que le Mali est dans la provocation, donc c'est la France qui est en train de provoquer le Mali. Donc d'abord, on a cherché à recadrer Forlans Parly et après, c'est Jean-Yves Le Drian qui sort, qui dit que c'est une junte. D'abord, il dit c'est une junte illégale et les autorités maliennes qui sont là, qui sont illégales et sont illégitimes. Donc ça, c'est des propos inadmissibles. Parce que nous sommes un pays responsable, nous sommes un pays souverain. Donc ce n'est pas à nos autorités, ce n'est pas à lui
de dire que nous avons des autorités illégales. C'est nous qui devons le dire. Si nous disons que eux, ils veulent, nous voulons eux, ce n'est pas à eux de juger nos autorités d'illégales et légitimes. Non. Le jour où la France va trouver que nous sommes légitimes, nous sommes légales, donc l'ambassadeur va venir. Les forces danoises sont venues sur le territoire malien sans l'accord du Mali. Et pourquoi? Et comment c'est arrivé? D'abord, depuis 2019, au moment où Ibeka était aux affaires, Ibeka avait écrit pour demander à ce que les forces danoises viennent au Mali pour aider le Mali à sortir du problème dans lequel nous nous trouvons. Mais, dans la même lettre, il dit que au moment où les forces danoises doivent venir, donc tout ça là aussi va être un autre accord. C'est-à-dire qu'on va s'asseoir et parler de comment ils vont venir. Et c'est ce que la partie danoise a fait. Ils ont écrit à la partie malienne pour demander le comment ça va se faire. Et le Mali a dit non, attendez, donc on va vous répondre après. Donc sans que nous, le gouvernement malien leur réponde, ils viennent. Donc on les a dit non, on ne vous a pas donné l'accord de venir, donc il faut repartir. Ce problème ne devait pas arriver si la partie danoise avait respecté tout ce qui existait entre le Mali et la France et tout ce qui avait été dit dans les différentes correspondances. Donc si la partie danoise avait respecté tout ça, là, ce problème n'allait pas arriver. Mais le problème est que c'est la France qui s'est mêlée dans la danse. Parce que pour la France, les Danois sont en train de venir les aider. Non. Les Danois ne viennent pas aider la France. Les Danois viennent aider le Mali. C'est le Mali que les Danois viennent aider. Et si le Mali dit qu'on n'a plus besoin de vous, on n'a pas besoin de vous sur notre terre, ils n'ont qu'à partir. Donc la France ne devait pas se mêler là-dedans. Le message que j'ai à lancer, c'est que c'est au peuple malien de rester uni et d'être un seul homme et de suivre les autorités de la transition et pour avoir un Mali de demain meilleur. La refondation qu'on veut pour notre pays, que cette fondation soit une réalité. Du côté de l'économiste Cheikh Amadou Tidjane Traoré, il pense que le départ de l'ambassadeur français aura de lourdes conséquences sur les relations diplomatiques et économiques entre les deux pays. Mais néanmoins, la dignité du Mali passe avant les relations. Le départ de l'ambassadeur français obéit à une logique. Les autorités françaises ne peuvent pas continuer à appeler nos autorités militaires la junte de façon péjorative avec mépris et dire que ces autorités-là ne sont pas légitimes et maintenir leur ambassadeur ici. Et puisque les autorités ne sont pas, la junte n'est pas légitime, mais leur ambassadeur n'a rien à faire ici. Donc ça obéit à ce principe-là. Mais ceci dit, la rupture d'une relation ou bien qu'une relation rentre dans une certaine phase de méfiance, ça entraîne toujours des conséquences. Voilà. Mais il faut s'assumer. Le Mali est certes un pays pauvre, mais le Mali est un pays digne. Et donc, voilà. Donc je partage personnellement la position des autorités militaires et le gouvernement malien. La France ne peut pas continuer à nous traiter comme elle le faisait avant 1960. Nous sommes indépendants, nous sommes souverains, même si eux ne le pensent pas comme ça. Mais c'est à nous de nous assumer. Nous ne pouvons pas laisser la France nous marcher dessus infiniment parce que nous sommes un pays pauvre. On peut être pauvre, digne. Et c'est ce que les Maliens sont en train de prouver maintenant. Nous sommes certes pauvres, mais nous sommes dignes. Et j'invite tous les Maliens à aller dans ce sens, à conserver leur dignité. On ne peut pas tout perdre. Perdre tout économiquement et perdre sa dignité. Ce qui me concerne, la dignité passe avant tout ça. Je sais qu'il y a des conséquences, qu'il va y avoir des difficultés économiques et certains vont commencer à se plaindre comme dans toute situation. Mais il faut que la majorité s'assume. On assume ces difficultés. Et c'est seulement en assumant les difficultés qu'on peut sortir de cette sorte de néocolonialisme-là qui ne dit pas son nom et qui va nous pousser à nous surpasser.
qui va nous pousser à nous surpasser. Nous sommes dans cette logique-là. Donc voilà, ça a des conséquences. On va perdre totalement ou partiellement un partenaire important. Mais voilà, il le faut. Si nous devons passer par là, nous le ferons. Alors je demande à tous les Maliens de rester mobilisés. Il n'y a pas un seul peuple qui s'est libéré complètement sans supporter les coûts de cette libération. Le peuple vietnamien s'est battu contre une puissance, la première puissance du monde, pour recouvrer la totalité de sa souveraineté. Le peuple algérien s'est battu et est parti, a eu son indépendance 2 ans après les pays africains comme le Mali, le Sénégal, etc. Et pour avoir son indépendance. Et le colonisateur ne respecte que les gens qui se font respecter. Et quand on se baisse devant les Français, ils te marchent dessus. Donc faisons comme tous les pays qui ont arraché leur indépendance, ne nous soumettons pas, même si nous sommes pauvres. Même si les conséquences vont être désastreuses, je demande à la majorité des Maliens de supporter ce passage-là. C'est un passage obligé. Notons qu'après cette décision des autorités maliennes, la France a dit avoir pris note de mettre fin à la mission de l'ambassadeur de France au Mali. Ainsi, elle décide de rappeler son ambassadeur et son engagement à poursuivre la lutte contre le terrorisme. Autre chose à présent, au lendemain des sanctions de la CEDEAO contre le Mali, nous avons assisté à une flambée des prix des denrées alimentaires. Certains produits sont presque introuvables sur le marché, une situation qui touche l'ensemble du pays. Les clients et les commerçants disent ne pas comprendre cette augmentation soudaine des denrées alimentaires sur le marché du jour au lendemain. Pour en savoir plus sur cette flambée, nous avons tendu le micro à Wahab Diakité, vice-président des consommateurs. En fait, c'est un phénomène récurrent. Généralement, c'est les commerçants. Donc, la majorité profite des occasions pour systématiquement augmenter les prix. Ça rentre dans le cadre normal. Parce que pour la majorité des commerçants, notre activité est basée sur l'obtention à outrance des profits, sans tenir compte du contexte. C'est ce qui peut expliquer un peu l'augmentation. Cependant, ça ne devrait pas se justifier dans la mesure où les stocks existants permettaient de tenir un peu. Malheureusement, les services techniques en charge du commerce, en dépit de leur bonne volonté, souffrent un peu à cause de l'insuffisance en ressources humaines et également en ressources financières. Sinon, juste après l'augmentation non justificative des produits, systématiquement, il y a eu une descente des services techniques sur le marché. Parce qu'en son temps, on recevait beaucoup de plaintes et qu'on relaie effectivement à ces services-là. Bon, il y a eu des contraventions. Il y a des commerçants effectivement qui n'ont pas augmenté. Malheureusement, c'est une majorité qui a augmenté. Non, il s'agit juste de respecter les règles en la matière. Vous savez, depuis 1991, il y a ce qu'on appelle au Mali la liberté du commerce et des prix. Logiquement, c'est le marché qui aurait pu réguler les prix. Malheureusement, beaucoup de commerçants ne respectent pas ce jeu-là. C'est-à-dire, quand je dis le marché, c'est-à-dire à partir de l'offre et de la demande. Pour prendre en charge cette insuffisance, le gouvernement a mis un mécanisme sur place de suivi des produits les plus consommés. D'où l'intervention de l'État sur le marché. Sinon, le marché est libéral, mais l'État suit l'évolution des prix
des produits les plus consommés qu'on appelle les produits de première nécessité. C'est ce qui explique aujourd'hui l'intervention de l'État par rapport plutôt à l'augmentation du prix du marché, des prix des produits. Nous disons également que nous, au Mali, nous avons un problème, c'est que nous n'avons pas la culture de dénonciation. Ce qui fait réellement que les commerçants en profitent. Parce que j'aimerais vous donner un exemple. L'autre jour, j'ai un camarade qui m'a appelé qu'il y a une augmentation. Il y a un commerçant qui était en train de prendre un produit. Je pense bien que c'était le gaz. J'ai dit, il faut juste dénoncer, mais la personne me dit, attention, c'est un voisin. Oui. Bon, si le voisin ne respecte pas les règles du jeu, il faut le dénoncer. Et cela pourrait faire en sorte que d'autres commerçants ne le limitent pas. Malheureusement, nous n'avons pas cette culture de dénonciation. C'est pourquoi nous appelons aux consommateurs de dénoncer. Les services techniques sont là. Je m'en vais vous dire au passage que nous relevons du district de Bamako. Le directeur régional a mis à la disposition, en tout cas du grand public, les chefs d'antenne. Ça veut dire, que veut dire chef d'antenne? Ça veut dire tout simplement dire que chaque commune a un chef d'antenne. Donc, immédiatement, s'il est informé, il envoie une brigade sur le marché pour voir ce qu'il y a, et puis systématiquement, c'est des confirmations qui sortent. Pour l'illustration de cette démarche-là, il y a eu un conseil extraordinaire du Conseil national, une session extraordinaire du Conseil national des prix. Certes, c'est un organe consultatif, mais généralement, le gouvernement se réfère sur les conclusions, en tout cas les recommandations de ce conseil pour prendre des décisions. Ça se fait que le sucre, nous avons commencé par le sucre, qui avait connu une augmentation inexplicable, allant jusqu'à 750 dans certains lieux. Donc, on a commencé par fixer le prix du sucre. En ce qui concerne le sucre local, le sucre roule. Donc, lui, maintenant, il sera vendu à 500 francs le kilogramme, et le sucre importé blanc sera vendu à 600 francs. Donc, même en ajoutant un franc, c'est une infraction. Et quand tu fais une infraction, logiquement, tu dois être réprimandé. Et enfin, santé pour boucler notre édition d'aujourd'hui. L'hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus. À ce jour, 5 virus provoquant une infection ciblée et une inflammation du foie ont été identifiés. Ces virus, désignés par les lettres A, B, C, D, E, diffèrent par leur mode de transmission. En effet, il existe plus de 257 millions de porteurs chroniques pouvant transmettre le virus. Pour en savoir plus sur cette maladie, notre équipe de reportage a approché Dr Ousmane Diarra, médecin hépato-gastro au CCRF de la commune 5 de Bamako. Un reportage signé Mariam Keita. Une hépatite est une inflammation du foie causée par des substances toxiques ou par des virus hépatotropes A, B, C, D et E. Dans les pays en voie de développement, les virus de l'hépatite engendrent environ 90% des cas d'hépatite virale, aiguë ou chronique. En effet, différentes par leur mode de transmission, certains types d'hépatite peuvent provoquer carrément la destruction d'une partie du foie ou même la mort. Ainsi, selon Dr Ousmane Diarra, médecin hépato-gastro au CCRF de la commune 5 de Bamako, le virus d'hépatite B est le plus fréquent au Mali. L'hépatite est l'inflammation du parenchyme hépatique due au virus de l'hépatite. Il y a plusieurs types d'hépatite. Nous avons déjà les virus appelés les virus hépatotropes. Il y a d'autres virus aussi qui sont les virus non hépatotropes. Mais ce qui est le plus fréquent, ce sont les virus hépatotropes. Donc les virus de l'hépatite sont le virus de l'hépatite A, le virus de l'hépatite B,
le virus de l'hépatite C, le virus de l'hépatite D et le virus de l'hépatite E. Tous ces virus peuvent produire l'hépatite en quelque sorte. On appelle ça l'hépatite virale. Et les hépatites virales peuvent être aiguës ou l'hépatite virale chronique. Pratiquement toutes les hépatites que je vais citer peuvent être aiguës. Maintenant, particulièrement ceux qui peuvent être chroniques, ce sont les hépatites B et l'hépatite C. Et l'hépatite B est l'hépatite la plus fréquente dans notre contexte. Dr Diarra nous expliqua également les différents modes de transmission des 5 virus hépatotropes. Il y a 3 voies de transmission principalement. Nous avons la voie verticale, c'est-à-dire au moment de l'accouchement, la mère peut transmettre le virus au nouveau-né. Il y a également la voie sexuelle, la transmission sexuelle, les partenaires peuvent contaminer. Et la 3e voie de contamination, c'est un objet souillé de sang qui peut également contaminer. C'est-à-dire, nous disons, c'est la voie parentérale. Ce sont les 3 principales voies de contamination du virus de l'hépatite B. Ceux qui disent que ça peut être transmis par la salive, pratiquement non. C'est-à-dire, il y a d'autres virus. Les gens font la confusion entre les virus de l'hépatite. Nous avons, comme j'ai cité au début, il y a le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C, D jusqu'à E. Le virus de l'hépatite A et le virus de l'hépatite E peuvent être transmis par la salive, c'est-à-dire la voie orale. Mais le virus de l'hépatite B et le virus de l'hépatite C sont des transmissions parentérales ou verticales, ou soit par voie sexuelle. Donc le virus de l'hépatite B ne se transmet pas par la voie orale, c'est par voie sexuelle ou par voie verticale, c'est-à-dire de la mère à l'enfant, ou un objet contaminé qui peut blesser quelqu'un et blesser une autre personne peut être la voie de contamination. En quelque sorte, pour résumer, le virus de l'hépatite B a la même voie de transmission que le VIH-Sida. La complication la plus grave, quand il y a l'hépatite aiguë, par exemple, c'est l'hépatite fulminante. Là, c'est la complication la plus grave immédiate. Ça peut amener jusqu'à la mort. Mais il y a d'autres complications. Il y a l'hépatite, l'évolution, ça peut donner de la cirrhose et jusqu'à un cancer du foie. C'est ce qu'on appelle les carcinomes hépatocellulaires. Ce sont les complications. Alors, quand il y a le cancer du foie, ça peut jusqu'à amener à la mort. Les autres peuvent être guéris généralement au bout de 3 mois et la guérison peut être même spontanée sans traitement. Mais il faut noter que même l'hépatite B peut être guérie aussi spontanément, mais ça peut évoluer vers la chronicité. Et quand il y a la chronicité, l'hépatite peut faire mal silencieusement jusqu'à ce que les gens ne savent pas. Il faut faire juste un dépistage pour qu'on se rende compte que le patient est porteur du virus de l'hépatite B. Il existe plusieurs modes de prévention pour éviter la maladie hépatite, mais la vaccination est plus recommandée pour des cas de l'hépatite B, selon le docteur hépatogastro. Pour quand même éviter les hépatites en général, c'est la prévention. Et notamment les cas, quand on parle de l'hépatite B, et heureusement, actuellement, il y a un vaccin contre l'hépatite B. Donc, il faut quand même faire la vaccination. On conseille à la population de se faire vacciner, surtout les enfants. Mais la vaccination aussi a des critères. On ne peut pas se faire vacciner sans savoir en réalité si vous êtes porteur ou pas. Il faut faire les tests pour voir si vous avez le virus. Donc, on ne fait pas le vaccin parce que le vaccin, c'est pour prévenir. Si vous avez le test déjà positif, on fait la prise en charge, le traitement. Alors, donc, le premier conseil aussi que je donne, alors, c'est faire dépister les personnes déjà adultes et les enfants suivre la vaccination du calendrier vaccinal normal. Je demande à toutes nos sages-femmes, les gynéco-obstétriciens qui font le suivi des femmes enceintes doivent demander systématiquement l'antigène HBS qui est un marqueur du virus de l'hépatite B. Dès qu'on trouve que cela est positif, envoyer chez un gastro-entérologue, un infectiologue ou un interniste pour faire la prise en charge. Parce que actuellement, c'est vrai que l'État a fait un effort, mais nous voulons éliminer ce virus du Mali. Et pour l'élimination, nous avons quand même ciblé les femmes enceintes pour éviter vraiment la transmission de la mère à l'enfant. Et dans ces cas, dès que la mère est porteuse du virus de l'antigène HBS, qui est un marqueur de l'hépatite B, la prise en charge est déjà faite et il y a un traitement actuellement pour l'hépatite B. Mais le meilleur traitement de l'hépatite B,
c'est la prévention et il y a un vaccin. C'est le conseil que je vais donner en réalité à la population pour que les gens puissent se vacciner et se faire dépister. Quand on est déjà porteur, ce qu'on fait, on décide de voir si les patients méritent un traitement. Parce qu'être porteur aussi ne veut pas dire que forcément il faut donner un traitement. Le plus important, c'est avoir un suivi avec les différentes spécialités que je viens de citer. Ça peut être un gastro-entérologue, ça peut être un infectiologue ou un interniste. Toutes ces spécialités peuvent faire la prise en charge de l'hépatite. Rappelons que les virus de l'hépatite A, B, C et E peuvent conduire à un état chronique, signifiant que le sujet ne se débarrassera pas du virus et peut développer plus tard des complications graves d'une cirrhose et cancer du foie. Ainsi prend donc fin ces journaux d'information. Merci de nous avoir suivis et bonne suite des programmes sur la Liberté Télévision.